Fait que là, les cartes sont pas mal brouillées. L'électron ne peut pas tourner comme ça autour de l'atome. Il se comporte comme une onde. Comment qu'on imagine un électron qui se comporte comme une onde? On sait qu'il veut se pairer, on sait qu'il veut respecter le doublet, des fois l'octet, des fois il veut dépasser le doublet. On sait qu'un électron tout seul, un radical libre, c'est super dangereux. Heisenberg arrive, puis il débarque avec son principe d'incertitude, puis il est terrible le bonhomme. Il brouille encore plus les cartes. Ça devient encore plus incertain ce qu'est un électron, mais il y a du génie dans son affaire. Le principe d'incertitude, plus souvent qu'autrement, dans les manuels scolaires, on va vous l'expliquer comme l'école de Copenhague l'a fait. On vous dit qu'un électron, si vous connaissez sa vitesse, vous ne pouvez pas connaître sa position. Et si vous connaissez sa position, vous ne pouvez pas connaître sa vitesse. C'est l'un ou l'autre. Ou si vous êtes imprécis dans l'autre, vous allez être imprécis dans l'autre. Si vous êtes super précis dans l'un, vous allez être imprécis dans l'autre. Si vous êtes précis dans l'un, vous allez être imprécis dans l'autre. Vous ne pouvez pas connaître à la fois sa vitesse et sa position. Et ils expliquent ça, l'école de Copenhague, de la façon suivante. C'est que quand on envoie un photon pour savoir où est l'électron, après ça, tu captes le photon, mais l'électron a changé de place parce que ton photon vient de déplacer l'électron. Fait que tu rajoutes une incertitude due à ton instrument. Mais ça, c'est une façon d'imager les calculs de Heisenberg. Quand Heisenberg a fait tous ces calculs-là, il est arrivé à la conclusion que flûte, je ne peux pas connaître à la fois la position et la vitesse d'une particule qui se comporte comme une onde, une particule qui est toute petite. Puis après, on se l'imagine comme étant, si on arrive avec un appareil, on va brouiller le système pour pouvoir faire des détections, donc on ne saura pas c'est où, puis savoir à quelle vitesse. Mais non, c'est intrinsèque. Ce n'est pas une question expérimentale qui nous permet de dire qu'on peut avoir un maximum de précision quant à la position et la vitesse qu'on connaît d'une particule, c'est intrinsèque à la matière. On ne peut pas connaître les deux. Ça ressemble à peu près à ceci. Ça, c'est encore une fois Jean-Philippe Cournoyer qui m'a présenté cette démonstration-là. Imaginez, on a trois particules. Une particule qui a une seule vitesse possible, l'autre quelques vitesses possibles, x, puis l'autre une infinité de vitesses possibles. Sachant que pour une particule, on l'a vu tantôt l'équation, la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la vitesse. Si tu as une seule vitesse, tu as une seule longueur d'onde possible. Si tu as une infinité de vitesse, tu as une infinité de longueur d'onde possible. Bon, ben, si on a une seule particule avec une seule vitesse possible, eh bien, on a une seule longueur d'onde possible. On pourrait se l'imaginer comme ceci. Pour les ondes, comme la lumière, comme les ondes électromagnétiques, comme les ondes comme les électrons, maintenant on sait les électrons se comportent comme des ondes, ça fait une seule longueur d'onde de possible. Si on a plusieurs longueurs d'onde possibles, il faut faire la somme des longueurs d'onde. Vous vous amuserez en mathématiques à additionner une couple de sinus et de cosinus. Ça va nous donner quelque chose qui pourrait ressembler à ça, comme ça, qu'on pourrait exagérer. Ça fait énormément d'oscillations, il y a un nœud ici, énormément d'oscillations, il y a un autre nœud, ainsi de suite. On vient d'additionner plusieurs ondes possibles. Et si on additionne l'infinité d'ondes qu'on peut avoir, ben ça va nous donner un immense trait. Tout est possible et on va avoir toutes les possibilités possibles en X. La fonction d'onde va prendre tout l'espace. Donc, ça nous fait nos trois possibilités. Une particule qui se comporte comme une onde avec une seule longueur d'onde possible, l'autre avec plusieurs longueurs d'onde possibles et l'autre avec une infinité de longueurs d'onde possibles. Ces longueurs d'onde-là, pour les électrons, pour les ondes électromagnétiques, elles sont définies comme suit. Hein? La longueur d'onde est égale à cos de 2 pi x sur lambda plus i, le nombre imaginaire, hein? Racine carrée de moins 1. Il est assez important. J'espère que vous l'allez voir en maths. La matière a besoin des racines carrées de moins 1. Il faut être capable de solutionner ces problèmes-là. On ne s'en sort pas. C'est pas parce qu'on a inventé une forme de mathématiques qu'on ne peut pas faire de racine carrée de moins 1 que la nature, elle décide de ne pas en faire. Elle en fait. Il faut y trouver une façon. Si on veut résoudre les équations de la lumière, des particules d'onde comme les électrons, bien, il faut faire des racines carrées de moins 1. Mais, Caroline, I, c'est un nombre imaginaire. On ne peut pas s'imaginer c'est quoi. Racine carrée de moins 1, c'est pas dans notre monde, c'est dans l'irréel. Pour l'enlever, on le multiplie par son conjugué. Fait que vous connaissez c'est quoi, hein? Mettons qu'on a A plus B, on le multiplie par son conjugué, ça donne A moins B, et ça nous donne A à la 2 moins B à la 2. Mais ça, c'est génial, le A à la 2, ça permet d'enlever les I, hein? Parce que racine carrée de moins 1,
Tu le mets à la 2, il reste juste -1. Bang! On vient d'enlever le côté imaginaire du truc. Hein, notre calculatrice, elle saute quand on met racine carrée de -1. Et là, c'est une façon de se débarrasser du -1. Et en faisant donc la fonction d'onde multipliée par son conjugué, ça nous donne donc la probabilité de retrouver une particule selon la distance. Fait que la fonction d'onde, elle, était imaginaire à cause du I, mais hyper fonctionnelle, elle est super utile. C'est elle qui nous permet de calculer les longueurs d'onde Wi-Fi, de Bluetooth et compagnie. Fait qu'elle est fonctionnelle, elle est capable de prédire des trucs. Mais ça veut dire quoi? C'est difficile. Pour retrouver, ça veut dire quoi? On le multiplie par son conjugué, ça nous donne donc la probabilité de retrouver une particule sur X et ça nous donne cette fonction d'onde-là. Elle peut être n'importe où. La probabilité de retrouver une particule où on a une seule longueur d'onde, c'est qu'elle peut être partout. À l'inverse, si on a une somme de longueurs d'onde, puis que cette fonction d'onde-là, on le multiplie par son conjugué, ça nous donne une montagne comme ceci. Ça nous donne une bonne probabilité de retrouver une particule entre X puis Y, mettons. Et si on a une infinité de longueurs d'onde possibles et on multiplie ça par son conjugué, bien, ça nous donne juste une position possible. Si on n'a aucune idée de sa vitesse, on est capable de savoir où sa position. Si on a une bonne idée de sa vitesse, mais on n'est pas sûr, on va avoir une bonne idée de sa position, mais on ne sera pas sûr. Et si on est absolument certain de sa vitesse, bien, on n'aura aucune idée de c'est où. C'est intrinsèque. La matière se comporte comme ça. Si vous vous comportez comme une onde, si vous êtes infiniment petit, vous allez vous comporter comme ceci avec le principe d'incertitude. Si on connaît votre position, vous ne pourrez pas connaître votre vitesse. Et si vous connaissez votre vitesse, vous ne pourrez pas connaître votre position. Puis ici, si vous connaissez un peu la position, vous pouvez connaître avec beaucoup de précision sa vitesse. Si vous connaissez pas beaucoup sa vitesse, vous allez pouvoir connaître avec beaucoup de précision. Bref, ça va s'équivaloir comme ça. Fait que si une particule ne peut qu'avoir une seule vitesse, sa position est indéterminée. Et vice-versa, c'est intrinsèque. Ce n'est pas à cause d'un appareillage qui ferait bouger l'électron. Non, c'est intrinsèque à la matière.